En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas mon là, dalica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Grand bambou penché, flûte en bas mon là. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Parlons Martinique. Aujourd'hui, nous avons avec nous Charles Choisy et Hector Elisabeth. À eux deux, ça fait quelque chose comme près de 80 ans de franc-maçonnerie. C'est dire s'ils savent de quoi ils parlent et ce qu'ils écrivent. Comment fait-on pour ouvrir une loge ? Parce que dans votre planche, vous parlez aussi de patente. Est-ce que c'est un secret ou est-ce qu'on peut le dire ? Il n'y a pas de secret. Alors, je me lève matin, j'ai besoin. Voilà, je me lève ce matin, je me dis tiens, j'ai rien à faire, je crée une loge. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est surtout, il faut avoir beaucoup de choses à faire pour ouvrir une loge. Parce que c'est pas. Non, je dis ça pourquoi ? Parce que la Martinique a le pompon des loges. Exact, c'est en Martinique où il y a le plus de loges dans toute la Caraïbe. Je crois même qu'il y en a même plus qu'en France ou un truc comme ça. C'est quelque chose de faramineux. Non, il n'y en a pas plus qu'en France, mais toute proportion gardée. Toute proportion gardée, la Martinique est sans doute la terre la plus maçonnisée qui puisse exister. Il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 23 obédiences maçonniques présentes à la Martinique. Et ces 23 obédiences regroupent 60 loges. Oui, c'est comme pour les partis politiques, quoi. En France, on crée 60 loges. 60 loges, c'est beaucoup quand même. Hein. Oui. Alors, donc, revenons à ma question. Donc, Hector. Alors, ce que vient de dire Charles, et c'est très important pour l'actualité même de la maçonnerie en Martinique, mais en France aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a une démultiplication de loges, mais la proportion de maçons n'est pas, la progression de la proportion de maçons n'est pas la même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 3 maçons qui sont dans une loge, il y en a un qui part pour aller créer notre loge. Mais en partant avec des maçons qui sont là. Donc ça veut dire que la proportion de population n'augmente pas au même rythme que la proportion de loges. C'est ça qui est catastrophique. Alors comment l'historien explique ce besoin de créer des loges ? Parce que c'est pas propre à la franc-maçonnerie, puisque à côté de nous, ça ne se passe pas. Dans les îles à côté, ça se passe. Alors qu'est-ce que les Martiniquais recherchent ? Vous changez de Kelton, disait-on avant. Donc vous changez de loge. Qu'est-ce qui se passe ? Ça nécessite une analyse très très lourde, parce que en fait, il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie française a connu en 1877 une rupture avec la maçonnerie anglaise. Oui. Cette rupture, qui sans doute se justifie, je ne veux pas rentrer dans les choix que les frères ont fait à cette époque, a entraîné une suspension. C'est que le Grand Orient de France en particulier, qui était l'obédience majoritaire en France, va prendre la décision de ne plus obliger la croyance en Dieu dans ses loges. Ça ne veut pas dire interdire. Ça ne veut pas dire interdire. D'accord. Ça ne veut pas dire interdire, mais d'où la jusque-là, française. Au Grand Orient de France, pour pouvoir adhérer à la franc-maçonnerie, la croyance en Dieu était obligatoire. Et à ce moment-là, il décide de prendre une autre voie. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, c'est un changement, une modification. Ceci dit, la maçonnerie française va se retrouver isolée du monde maçonnique environnant, qui fait qu'elle sera seule. Et très rapidement, les obédiences maçonniques françaises s'étaient contentées simplement
de modifier l'article concernant l'obligation de la croyance en Dieu, mais c'est qu'ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont modifié aussi les rituels. Donc, à l'époque, il y a un dénommé amiable qui va prendre les rituels, les anciens rituels, qui va les transformer en les laïcisant, en les rendant plus ouverts à tout cela. Et bien évidemment, les deux maçonneries vont vivre totalement séparées. Mais il y en a une qui est très importante, qui regroupe environ 4 millions de maçons, et puis de l'autre côté, une maçonnerie majoritaire en France et en Belgique, mais minoritaire dans le reste du monde. Et cette maçonnerie regroupe à peu près 300 000 maçons dans le monde, cette deuxième phase. Donc on voit que c'est totalement déséquilibré. Donc, cette mouvance qui est partie, bien sûr, le fait d'avoir coupé le lien avec la maçonnerie d'origine, forcément, dans ces rangs, chacun pourra élaborer son propre projet, puisqu'il n'est plus lié à ce qu'on appelle les landmarks. Alors c'est un mot qui est très mal perçu par la maçonnerie française. Qu'est-ce que c'est qu'un landmark? Un landmark, c'est de dire, landmark, ça veut dire des bornes. Donc quand on pose des bornes, c'est pour dire à quel moment on est dans la maçonnerie et à quel moment on est hors de la maçonnerie. Donc, si on a considéré par exemple qu'il y a 4 bornes ici, tant qu'on est sur le carré bleu, eh bien, on est dans la maçonnerie. Une fois qu'on passe de l'autre côté, on sort de la maçonnerie. Et les Anglais appliquent cette règle d'une façon très claire. Comme en France, les choses se sont élargies, puisque on a fait d'abord l'ouverture aux non-croyants, eh bien, chacun a pu adapter la maçonnerie à ses propres besoins. Par exemple, il y a un groupe qui a dit, bon, moi je veux qu'il y ait des femmes en maçonnerie. On a créé la maçonnerie mixte. C'est pas par hasard que ça soit en France qu'elle naît. C'est né en France. Elle naît en France. Il y en a d'autres qui ont dit, je veux faire dans la maçonnerie, je veux m'occuper par exemple de structures politiques. Je veux réfléchir sur la vie de la cité, etc. Donc, les obédiences se sont créées pour aller dans cette voie-là. Il y en a d'autres qui ont dit, bon, mais on veut que notre maçonnerie soit plutôt mystique ou bien occultiste. Ah, mais on a créé des structures, Memphis, Misraïm, etc. Et tout ça, ça s'est fait en France. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus à respecter les règles édictées par l'obédience d'origine, la Grande Loge d'Angleterre, et forcément, eh bien, ça a pu donner une multitude de choses, puisque les bornes pouvaient être déplacées librement. À partir du moment où on ne fige pas les landmarks, on peut sortir et, bien sûr, la maçonnerie s'étale. Enfin, l'espace qui détermine la maçonnerie peut s'élargir. Alors, ça donne une maçonnerie riche, puisque cette multiplicité d'obédiences qui se crée permet en fait d'avoir une solution maçonnique pour tout un chacun. Une grande diversité. Ça crée une grande diversité, mais à un moment, la diversité doit s'arrêter, parce qu'on ne peut pas imaginer que le nombre de loges puisse continuer à croître d'une façon exponentielle à la Martinique. Ça, et l'unité dans tout ça alors? Alors, l'unité, pour l'instant, de la maçonnerie, on peut dire qu'elle n'existe pas, puisqu'il y a 2 courants. Donc il y a une unité. Jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le courant dit régulier. Alors pas du tout. Quand on emploie le terme régulier, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un autre qui est irrégulier. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une tendance maçonnique qui respecte une règle, un peu comme les ordres religieux, et que de l'autre, on a un corps séculier qui va plus s'intéresser à la cité, alors que les autres s'intéressent plus à la spiritualité. Donc, c'est la maçonnerie anglaise qui est majoritaire dans la Caraïbe. C'est ce qu'on appelle les réguliers. Alors, je rappelle quand même qu'en 1970, à la Martinique, il y a 3 loges. 3. Il y a Droit et Justice. En 1970 ? Oui, en 1970. Il n'y a que 3 loges à la Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans ? En 40 ans, on est passé de 3 loges à 60 loges. Et je trouve que c'est un peu excessif. Oui, mais il y a bien une raison. Qu'est-ce qui peut motiver
En 40 ans, Ouais. en 40 ans, il y a une poussée des loges. Alors, revenons à ce que je disais. Peut-être que là, peut-être qu'il y a une trop grande facilité pour créer une loge. Comment faire pour créer une loge? Non, c'est que, pour reprendre, nous avons dit que la maçonnerie, dans un pays comme la Martinique, en fait, se greffe sur la maçonnerie française. Oui. Donc, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a environ 120 obédiences. 120 obédiences. Mais dans les 120, il y en a au moins 100 qui représentent des toutes petites structures. Quelquefois même, il y a des gens qui disent que l'obédience se limite à avoir comme seul membre le grand maître de l'obédience. Bon, ça peut faire sourire, mais moi ça m'inquiète plus qu'autre chose, parce que le danger du développement de petites structures, c'est que cela peut déboucher sur une dérive sectaire, pratiquement, parce que si chacun doit faire ce qu'il veut faire, il y a un danger quelque part. Bien sûr. Bon, nous n'en sommes pas encore là, pour l'instant, mais on se rend bien compte que la Martinique, il y avait à l'époque 3 loges. Il y avait le Grand Orient, qui avait une loge, Droit et Justice, qui est une loge qui a été créée en 1909, donc c'est une loge ancienne. Hein. Après l'éruption de la montagne Pelée. Ensuite, il y a cette même loge, Droit et Justice, a créé dans les années 20 les disciples de Pythagore pour pratiquer le rite écossais ancien accepté, donc membre de la Grande Loge de France. Et puis, cette même loge, Droit et Justice, va créer une structure mixte. Ils vont créer l'émancipation féminine qui dépend d'une obédience mixte française qui s'appelle le droit humain. Et de 1909 aux années 1971-72, il n'y a pas d'autre loge qui se crée à la Martinique. D'accord ? La maçonnerie est monolithique puisque c'est la loge Droit et Justice qui a créé ces 2 autres loges. D'accord ? Donc, ils seront le seul local. D'ailleurs, ils se réunissent à la rue du Commerce, qui est tout près d'ici, qui est devenue la rue Joseph Compère, du nom du sans doute plus grand vénérable que la Martinique ait connu, Joseph Compère. Et les choses se passent d'une façon très simple. Et puis, dans les années 70, vont apparaître un certain nombre de structures nouvelles qui, le plus souvent d'ailleurs, seront soit créées par des frères initiés en métropole et qui viennent à la Martinique et qui veulent monter leur structure, ou alors par des frères des obédiences déjà existantes qui vont créer d'autres loges. Je prends par exemple l'apparition de Memphis Misraïm à la Martinique a été faite uniquement par des frères qui venaient du Grand Orient de France. Voilà. Par contre, la Grande Loge nationale française, par exemple, quand elle s'implante en Martinique, elle s'implante à partir de frères initiés en France. Mais entre eux, les frères, ils se visitent pas, ils se visitent moins les obédiences, entre elles, signent des accords d'amitié. Donc, chaque obédience a des obédiences avec lesquelles elle est en relation. D'accord ? Donc, par exemple, le Grand Orient de France a des relations avec le droit humain, avec la Grande Loge féminine de France, avec la Grande Loge de France, avec la GLT, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, enfin un certain nombre de loges. Par contre, par exemple, la Grande Loge nationale française n'a de relation avec aucune loge ou obédience de la Martinique. C'est son choix. Ils sont là comme ça. Et il y a eu d'ailleurs l'apparition d'une obédience intéressante à bien des niveaux, mais ça c'est sur le plan historique. Et ce que je voudrais dire en parenthèse, c'est que quand Charles parle ainsi, il a toute mon admiration et je me bats pour qu'on mette en place une loge de recherche ici. Parce que c'est ça dont on a besoin pour l'ensemble de la Caraïbe, etc. Et l'obédience dont je voulais parler, c'est Prince Hall, qui est tout à fait particulière, puisqu'elle naît d'une obédience américaine, mais noire-américaine. Et Prince Hall étant né en Jamaïque. Barbade. Et sa mère était sans doute martiniquaise. Je me disais bien. C'est ce qui se dit. Ouais. Et donc, alors, bon, pour tout en finir, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une volonté non pas de regroupement, mais d'harmonisation entre les obédiences en Martinique et les obédiences, les loges de la Caraïbe? Est-ce qu'il y a une comment dire,
fraternité, quoi, pour que... Je pense personnellement que les maçons de la Caraïbe, enfin les maçons francophones et les maçons anglophones ne se fréquentent pas. Et ils ne se sont jamais fréquentés. Et ils ne se fréquenteront jamais? Non, quand même. J'espère que les choses un jour vont s'arranger. Personnellement... Non, à l'heure où on parle de caribianité, Oui. de créolité, de machin, les maçons ne se fréquentent pas. Non, c'est-à-dire que, en fait, c'est la division dont on parlait tout à l'heure, avec la maçonnerie dite libérale, qui est pratiquée par les plus grandes obédiences françaises, et la maçonnerie dite croyante, qui est pratiquée par les Anglais. Ces deux maçonneries ne se fréquentent pas, parce qu'elles ne se connaissent pas d'ailleurs, ni l'une ni l'autre. Donc elles ne se connaissent pas. Donc pour l'instant, elles ont toujours vécu séparées. Elles vivent séparées. Et je pense que si on veut vraiment un jour qu'il y ait un rapprochement, il faudra que chacun fasse un pas vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que très souvent, on vous parle de maçonnerie dogmatique et de maçonnerie adogmatique, mais c'est un peu injurieux d'employer des termes comme cela. Je pense qu'aucun maçon ne peut être dogmatique. C'est pas parce qu'il est croyant qu'il est dogmatique. Bien sûr. Et le maçon du Grand Orient de France n'est pas adogmatique. Il y en a, puis il y en a d'autres qui... Je crois que ce sont des termes qu'on a inventés à une époque pour un peu critiquer l'autre, mais bon... Pour moi, la maçonnerie, en fait, pourquoi on va en maçonnerie? On va en maçonnerie pour pouvoir s'élever, pour pouvoir tendre vers une amélioration de notre propre condition, qu'on devienne plus juste, qu'on devienne meilleur. C'est pour ça qu'on demande d'être un homme libre et de bonnes mœurs, mais on doit s'améliorer. Pour les Anglais, c'est une fraternité, la maçonnerie. Pour les Français, c'est un ordre. Totalement différent. Et une fraternité, lorsque on parle de fraternité, pour expliquer la position des Anglais, c'est de dire on ne peut être frère que si on a le même père. D'accord ? D'accord. Oui. Donc le père commun que nous avons, c'est Dieu. Voilà l'origine, c'est Dieu. Donc, nous obligeons la croyance en Dieu dans la loge. La raison principale de la croyance en Dieu, c'est que dans la maçonnerie, quel que soit le pays où elle s'exprime, est une institution où on adhère par un serment. Or, un serment nécessite trois choses. Pour qu'un serment soit valide, il faut une évocation, il faut des termes et il faut une imprécation. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que pour faire un serment, il faut s'adresser à quelque chose de plus grand que soi. Une entité. Une entité. Donc, les maçons appelaient cette entité le grand architecte de l'univers qui est Dieu. Donc, les termes, c'est je promets de faire ça, ça, ça et de les respecter. Et l'imprécation, c'est les conséquences du non-respect. C'est-à-dire, si je ne respecte pas les termes de ce que je viens de dire, il m'arrivera telle chose. Et il est évident que l'imprécation n'est pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu, de celui qui a été évoqué au départ. Les enfants connaissent parfaitement le serment. C'est pour ça que le serment est immanent en l'homme. C'est que quand un enfant vous dit « si je mens, je vais en enfer », c'est exactement ça un serment. Donc ils vont évoquer, en fait, même s'il ne le dit pas, ça veut dire je me place sous Dieu, je promets de ne pas mentir, et si je mens, je vais en enfer. Les enfants connaissent le serment. Alors, bien évidemment, quand le Grand Orient a abandonné cette approche religieuse, évidemment, le serment posait problème, puisqu'il manquait l'évocation. Mais, et alors, Dieu disparaissait. Mais oui, mais bon, c'est l'entité. Oui. C'est pas Dieu, mais c'est une entité. Donc parce que ce qui veut dire que maintenant pour ce que vous dites, la maçonnerie française, entre guillemets, les serments n'ont pas de valeur. Ou spirituellement, ils ont une valeur. Quelle valeur ont-ils ? Ce serment, quelle valeur a-t-il ? Je pense que le serment tel qu'il est prêté dans une obédience
qui n'oblige pas la croyance en Dieu, cela devient une promesse. Et une promesse, ça n'engage que l'homme. Il n'y a pas de référence à quelque chose de transcendant. Or, les promesses des hommes, il faut reconnaître que nous savons tous qu'on ne les tient pas toujours. Oui. Le serment a une valeur beaucoup plus forte que la promesse. Mais bon, c'est deux choses qui se ressemblent malgré tout. Donc, aujourd'hui, la maçonnerie martiniquaise, quid? Y a-t-il une maçonnerie martiniquaise créole avec des spécificités, avec des particularités, ou n'est-ce que la réitération de ce qui se passe à Paris? Je pense que pour l'instant, oui, c'est à peu près une copie conforme de la maçonnerie. Mais en France, la maçonnerie intervient plus dans la société qu'à la Martinique. Je crois que la maçonnerie martiniquaise est beaucoup plus discrète et peut-être qu'elle agit un peu moins aussi dans la société. Mais et pourtant on dit en Martinique, il est dit que la maçonnerie est partout, dans toutes les sphères de direction, de politique, etc. La maçonnerie est là. C'est normal, vous avez 60 loges. Donc tout citoyen martiniquais un jour a été sans doute invité en franc-maçonnerie. Mais en tout cas invité à rejoindre la franc-maçonnerie. Mais vous savez, ce qui est important dans la franc-maçonnerie, c'est surtout le message qu'elle transmet. Et ce message, il est tout à fait extraordinaire. Les Anglais donnent une définition de la maçonnerie qui me plaît beaucoup. Ils disent que la franc-maçonnerie est un système particulier de morale voilé par l'allégorie et illustré par des symboles. C'est une définition tout à fait forte, quoi. Et celui qui rentre en franc-maçonnerie, quelle que soit d'ailleurs l'obédience dans laquelle il rentrera, s'il a vraiment la volonté d'approfondir l'institution, il va l'approfondir et il va progresser sur son chemin initiatique. Celui qui va y rentrer parce qu'il pense que ça peut l'aider dans sa vie de tous les jours, il restera sans doute un maçon, mais un maçon ponctuel, virtuel, disons, qui n'aura pas réussi à extraire la substantifique moelle du message maçonnique, qui est véritablement un humanisme. Et c'est pour ça que je dis que la multiplication des obédiences, c'est sans doute une bonne chose, mais trop c'est trop. Mais malgré tout, la majorité des loges qui sont présentes à la Martinique travaillent dans de bonnes conditions, elles travaillent bien. Et si les frères sont motivés, leur organisation va perdurer. Si la création d'une loge n'a été en fait que pour servir l'ambition de certains, les choses ne dureront pas très longtemps. Il y a un moment où, très rapidement, ceux qui ont créé la loge partiront et rejoindront peut-être une autre obédience. Une autre loge, ou créeront une autre... S'ils créent, alors là, c'est encore augmenter le chiffre, mais c'est sûr que ça peut... Donc, toujours est-il que la maçonnerie semble avoir encore de beaux jours devant elle en Martinique. Mais je crois que la Martinique... Il y a très peu d'antimaçonnisme à la Martinique. Jusqu'à présent, les Martiniquais... même si quelquefois ils la critiquent, mais les Martiniquais ne sont pas opposés à la maçonnerie. Il suffit de voir la Martinique et les départements d'outre-mer sont quasiment les derniers départements où existent des obsèques maçonniques, qui sont ouvertes d'ailleurs à tout le monde. Tout le monde peut venir à ces obsèques et voir les francs-maçons qui acceptent évidemment de se révéler. Et en France aujourd'hui, l'opposition est beaucoup plus grande. Il y a un mouvement anti-maçonnique, très clairement. Ah bon? Alors qu'en Martinique, je ne crois pas qu'il y ait de mouvement anti-maçonnique. Il y a simplement quelques commentaires qui quelquefois critiquent un peu la maçonnerie.
peut-être d'ailleurs que quelquefois le comportement de certains frères entraîne aussi des réactions justifiées. Oui. Mais bon. Mais c'est l'homme, ça. C'est l'homme. C'est l'homme, c'est pas. La maçonnerie, elle est dans la société. Et moi je crois beaucoup à. J'espère qu'un jour il y aura un regroupement de la maçonnerie, mais sur des bases sérieuses. Il ne faut pas faire regrouper pour regrouper. Il faut véritablement retrouver les principes de base de la franc-maçonnerie et en faire en fait nos landmarks. Et à l'intérieur de ces landmarks, on peut vivre notre maçonnerie très librement, mais en sachant qu'effectivement, celui qui va sortir du cadre sortira de la maçonnerie, même si ce qu'il crée est tout à fait valable. C'était le mot de la fée. Monsieur Charles Choisy, nous avons été très heureux de ces quelques moments passés ensemble. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je dois avouer que j'ai passé un moment très agréable en votre compagnie. Merci. En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.